Tu ne vas pas le remarquer quand cela arrivera. Ce sera une seconde, peut-être moins, une petite contraction dans la poitrine, une légère chaleur sur le visage, une urgence muette dans l'estomac, et avant même que ton esprit n'ait eu le temps de comprendre, ta bouche aura déjà commencé à bouger pour se défendre, pour se justifier, pour s'expliquer, pour laver ton nom, restaurer ton image, protéger ta réputation comme quelqu'un qui essaie de contenir une hémorragie avec ses mains nues. Et c'est là que tout se perd. Car dans cet instant fugace, ce moment d'adrénaline subtile où quelqu'un t'accuse, te malinterprète, te remet en question, te déforme, l'impulsion automatique de se justifier paraît humaine, légitime, presque belle. Tu veux être compris, tu veux prouver que tu es bon, tu veux restaurer l'ordre émotionnel de l'environnement et montrer au monde que ton cœur est pur, que tes intentions étaient nobles, que tout cela était un malentendu. Mais dans le monde invisible des forces qui régissent le pouvoir, l'influence et l'âme humaine, cette réaction te ruine. Pas parce que ce que tu dis est faux, mais parce qu'en te justifiant, tu montres que tu en avais besoin. Tu révèles que le jugement d'autrui a encore du pouvoir sur toi, que ta stabilité dépend de l'approbation des autres. Et au moment où cette dépendance devient visible, tu cesses d'être un roc et tu deviens une surface malléable, souple, agréable, fragile. Georges Gurdjieff disait que la majorité des gens vivent comme des machines, des êtres mécaniques, prévisibles, esclaves d'impulsions émotionnelles qu'ils ne reconnaissent même pas. Il ne parlait pas seulement de comportement, il parlait de conscience, d'identité, de pouvoir intérieur, et nulle part cette vérité ne se révèle avec autant de clarté que dans l'instant où tu ressens le besoin de te défendre. Parce que se défendre, c'est avouer, même involontairement, que tu es encore redevable du regard de l'autre, que ton être a encore besoin d'être sauvé par une validation extérieure. Et cela, mon ami, c'est l'opposé de la liberté. Réfléchis, qu'essaies-tu exactement de protéger quand tu t'expliques? Ton nom, ton image, ton histoire, mais est-ce que tout cela vaut plus que ton propre centre, que ta paix, ta présence? Qu'est-ce qui est vraiment en jeu quand quelqu'un t'accuse? Est-ce ta vérité ou simplement la manière dont elle sera perçue? La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais vivent dans une prison émotionnelle invisible, le besoin d'être compris. Et cette prison a un gardien implacable appelé l'ego, car c'est l'ego blessé qui court aux lèvres et dit « Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu m'as mal compris, s'il te plaît, écoute-moi ». Et plus tu parles, plus l'autre prend le dessus, plus tu te justifies, plus tu te rétrécis. Dans le monde de la politique, de l'art, des affaires et des relations humaines les plus subtiles, il existe une loi non écrite que les forts connaissent et que les faibles redoutent. La perception vaut plus que l'intention. Et dans ce jeu, celui qui se défend perd, car en te défendant, tu entres dans le jeu de l'autre. Tu acceptes le terrain qu'il a défini, le cadre qu'il a imposé, le ton émotionnel qu'il a dicté. Tu abandonnes ton centre et tu commences à tourner autour de quelqu'un qui ne se soucie pas de ta vérité, mais de ton déséquilibre. Georges Gurdjieff parlait du choc conscient, un moment rare et intense d'éveil intérieur qui survient lorsque l'être humain rompt, même brièvement, avec la mécanicité de sa personnalité réactive. Et peut-être que ce moment d'accusation est une opportunité, non pas de t'expliquer, mais de te percevoir, de remarquer l'impulsion qui monte dans ton corps, le besoin de défendre ton honneur, le désespoir de garder intact ton masque, et alors choisir de ne rien faire. Oui, choisir de ne pas répondre, ne pas céder, ne pas cligner des yeux, juste être, présent, entier, vivant, non pas comme défense, mais comme affirmation. Car vois-tu, celui qui ressent le besoin de s'expliquer n'a pas encore compris que le véritable pouvoir est ce qui demeure silencieux quand tout autour exige du bruit. Et ce silence, ce vide rempli de présence, est ce qui fait le plus peur, parce qu'il n'offre aucune faille. Il ne laisse pas de place aux jeux émotionnels, il ne s'agenouille pas devant les attentes, et justement pour cela, il domine,
Combien de fois as-tu vu quelqu'un être accusé de quelque chose et dans son élan de se justifier, s'enliser encore plus, se perdre dans ses mots, trébucher sur ses phrases, paraître de plus en plus coupable à mesure qu'il tente de paraître innocent? Et combien de fois as-tu vu celui qui, face à la même accusation, se contente de regarder, respirer et se taire, et qui, pour une raison mystérieuse, grandit, inspire le respect, intimide? Il existe un langage silencieux qui gouverne l'âme humaine. Et ce langage ne répond pas au contenu, il répond au contrôle émotionnel. Celui qui maîtrise sa propre vibration maîtrise la scène. Et celui qui perd son centre perd tout, même s'il a raison. Se défendre est humain, mais garder le silence avec dignité est surhumain. C'est cela qui sépare ceux qui cherchent l'acceptation de ceux qui sont devenus inacceptablement libres. Tu peux vivre ta vie comme quelqu'un qui cherche toujours à prouver qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est honnête. Ou tu peux devenir quelqu'un qui n'en a plus besoin. Quelqu'un qui sait qui il est, qui reconnaît ses intentions, qui maîtrise sa narration intérieure et qui, pour cela même, ne se courbe pas sous le besoin d'être compris. Car voici la vérité brutale que Gurdjieff et Machiavelli ont comprise, chacun à sa manière. La réalité n'est pas façonnée par les faits, mais par le champ énergétique que tu soutiens face à ces faits. Et si tu soutiens la peur, le monde te poursuivra. Si tu soutiens le doute, le monde te remettra en question. Mais si tu soutiens la présence, le monde s'arrête pour observer. Alors la prochaine fois que quelqu'un te juge, t'accuse, te provoque, ne tends pas ton cœur sur un plateau. Ne livre pas ton âme pour être disséqué par quelqu'un qui ne se connaît même pas lui-même. Respire, regarde et reste. Car c'est dans cet espace, entre l'accusation et la réaction, dans ce vide où le monde attend ta réponse et ne la reçoit pas, que naît le véritable pouvoir. Et si tu parviens à habiter cet espace, ne serait-ce que quelques secondes, quelque chose commence à changer. Non seulement chez l'autre, mais en toi. Car tu réalises, peut-être pour la première fois, que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Et cela est libérateur. Mais la question demeure, battant dans un recoin de l'âme. Et si chaque fois que tu t'es défendu, c'était précisément là que tu t'étais perdu? Il existe un type de silence qui n'est pas absence, c'est maîtrise. Un silence qui pèse plus lourd que les mots, qui remplit l'espace sans bruit, qui pousse les gens à se regarder eux-mêmes, sans le vouloir. Ce silence ne naît pas de la peur. Il naît de la décision de ne pas réagir, de ne pas supplier d'être compris, de ne pas s'agenouiller devant le tribunal invisible de l'opinion des autres. Et peut-être que tu l'as déjà ressenti. Peut-être que tu as vécu un moment comme celui-là, dans une salle de réunion, à un déjeuner en famille, dans une conversation intime avec quelqu'un qui t'a un jour aimé. Tu as été accusé, mal interprété, questionné, subtilement ou brutalement. Et tout en toi réclamait une réponse, une phrase qui rétablirait ton nom, remettrait les choses en ordre, restaurerait ton image. Mais, pour une raison que tu ne sais pas expliquer, tu t'es retenu, pas par orgueil, mais parce que quelque chose de plus profond et de plus ancien que ta voix a dit non. Peut-être que c'était ce jour où ton fils, devenu adulte, t'a dit avec une froideur tranchante « Tu n'as jamais été vraiment là ». Sans savoir combien tu as saigné en silence, en travaillant trop, en sacrifiant ce que personne n'a vu. Et au lieu d'expliquer, de dire ce que tu ressentais, tu l'as simplement regardé. Non pas parce que ça ne t'a pas fait mal, mais parce que tu as compris que toute parole à ce moment-là aurait été retournée contre toi. Ou peut-être que c'était lors de cette discussion avec ta compagne, quand elle t'a regardé dans les yeux et a dit « Tu es trop distant ». Et tout ce que tu voulais crier, c'était « Je suis fatigué, mais je t'aime ». Mais tu ne l'as pas dit, tu as juste respiré. Parce que tu as pressenti, sans pouvoir l'expliquer, que te justifier aurait été comme éteindre un incendie avec de l'essence. Ou alors c'était cette réunion, celle qui te revient encore la nuit. Quand ton supérieur a lancé, devant tout le monde, ce commentaire venimeux et déguisé, tu trouves toujours une excuse pour tes retards, hein? Et tout le monde a ri. Ce rire poli, social, mais chargé de jugement. Tu aurais pu répliquer, expliquer, te défendre.
Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté là, en silence, sérieux, présent. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Le rire s'est transformé en malaise. La légèreté forcée s'est évaporée. Et peu à peu, le projecteur a quitté ton visage et s'est posé sur celui qui t'a attaqué. C'est cela, le pouvoir du miroir. Gurdjieff disait que l'être humain doit, d'urgence, apprendre à s'observer sans se justifier. Car chaque fois que nous nous expliquons face à la douleur, nous ne faisons que lui échapper. Chaque fois que nous nous justifions face à une attaque, nous disons au monde « S'il te plaît, ne me rejette pas ». Mais lorsque nous parvenons à simplement observer, quelque chose se transforme, dedans et dehors. Ne te trompe pas, le monde de l'an 2025 est affamé de réactions. Les réseaux sociaux veulent ton opinion, tes collègues veulent ton approbation, tes proches veulent ta reddition émotionnelle. Tout autour de toi est conçu pour que tu réagisses, que tu cries, que tu commentes, que tu répondes, que tu te défendes. Et en faisant cela, tu deviens prévisible, contrôlable, malléable. Mais il existe une présence qui dérange, une sérénité qui désarme, un regard qui ne rend pas l'agression, mais ne s'incline pas non plus. Et cette présence, cette sérénité, ce regard ne naissent qu'en ceux qui ont vu le fond du puits et ont appris à ne plus y vivre. Combien de fois t'es-tu repenti non pas de ce qu'on a dit sur toi, mais de combien tu as tenté de t'expliquer? Combien de fois as-tu souhaité être resté silencieux, avoir simplement respiré et laissé l'autre se perdre dans son propre récit? La vérité, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas te comprendre. Ils veulent te réduire. Ils veulent que tu réagisses pour pouvoir s'appuyer sur ta réaction et masquer leur propre insécurité. Quand tu réponds, tu valides la critique. Quand tu expliques, tu nourris le doute. Quand tu te défends, tu dis « J'ai besoin que tu me comprennes pour me sentir entier ». Et si tu n'en avais plus besoin? Et si tu découvrais que le centre de ta paix se trouve précisément dans l'espace entre ce que l'on dit de toi et ce que tu choisis ou non de répondre? Imagine maintenant, tu es assis dans un restaurant avec de vieux amis. La conversation va bon train, les blagues fusent, et quelqu'un lâche sur un ton moqueur « Ah, lui, il a toujours voulu paraître le plus intelligent à table ». Tu ressens, bien sûr que tu ressens. Mais au lieu de rire avec eux, de répondre, de tenter d'expliquer ton intention, tu le regardes simplement une seconde. Pas avec colère, pas avec mépris, mais avec quelque chose de plus profond, avec présence. Le silence s'installe. Quelqu'un change de sujet, l'ambiance bascule, parce que ton silence n'était pas vide, il était miroir. Et là, celui qui avait fait la blague a compris, peut-être sans se l'avouer, qu'il venait de se dévoiler, que l'insécurité qu'il projetait lui est revenue comme un boomerang invisible. C'est ainsi qu'on renverse la partie, sans effort, parce qu'il existe un secret que peu comprennent. Le premier à parler perd souvent le contrôle du cadre. Le premier à réagir révèle son anxiété, et le premier à se justifier remet son pouvoir. Bien sûr, ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Toi qui as déjà passé la barre des 30, des 40, des 50, tu as déjà vu assez de la vie pour savoir que la justice n'arrive pas toujours au moment souhaité. Tu as perdu des amis, tu as supporté des critiques injustes, tu as avalé des mots qui méritaient d'être dits et prononcé des paroles qui auraient dû rester en toi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, précisément aujourd'hui, est le moment de tourner la clé. Tu n'as plus besoin de courir après ta réputation. Elle court seule dans la mémoire silencieuse de ceux qui te connaissent et dans l'intuition profonde de ceux qui t'observent. Ton rôle n'est pas de convaincre qui que ce soit. Ton rôle est de rester entier, serein, incorruptible. Et quand tu y arrives, quand tu refuses d'entrer dans le jeu de l'autre, quand tu retiens ta réponse comme si tu portais un monde en toi, quelque chose de magique se produit. L'autre commence à parler avec sa propre conscience. La critique devient écho. L'accusation perd son souffle. Le jeu de pouvoir s'écroule, car il manque un joueur. La plupart des gens essaient de gagner par la force des arguments. Mais toi, tu peux commencer à gagner par la force de ton absence de réaction. Car au fond, ce n'est pas une question de remporter un débat,
C'est une question de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de débat pour être lui-même. Il y a une scène qui se répète plus souvent qu'on ne voudrait l'admettre. Un contexte social quelconque, une salle de réunion, un dîner de famille, un groupe d'amis, voire un live ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Tout semble équilibré, jusqu'à ce que quelqu'un, avec un ton trop léger pour être innocent, lance « Toi, t'as toujours une opinion sur tout, hein ?» Ou encore « Lui, il aime surtout passer pour le plus sage du groupe. » C'est une phrase lancée avec un détachement calculé. Et en une seconde, tous les regards se tournent vers vous. C'est à ce moment-là que le temps ralentit, car tout se joue désormais dans votre réponse. Et peu importe ce que vous direz, les mots arriveront trop tard. Ce que tout le monde observe vraiment, c'est votre corps, votre visage, le léger tremblement de celui qui sent le besoin de se justifier. C'est à cet instant que la plupart trébuchent, ils rient, s'expliquent, changent de sujet. Mais celui qui connaît le pouvoir du silence soutient simplement le regard et laisse le poids de sa présence faire le travail. Vous avez déjà vécu ça? Vous avez déjà ressenti ce moment où tout en vous criait pour réagir, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, vous a retenu? Qu'est-il arrivé ensuite? Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire réagit à son environnement comme un chien dressé. Il lève la patte au moindre signal, remue la queue quand on l'approuve, grogne quand on le blesse. Mais l'homme éveillé, disait-il, est celui qui choisit comment répondre. Ou mieux encore, quand ne pas répondre. Nous vivons une époque où le bruit est devenu la norme. Tout le monde parle en même temps. Tout le monde a une opinion. Tout le monde veut réagir, corriger, prouver. Le besoin de visibilité est devenu une dépendance. Mais plus le monde crie, plus celui ou celle qui sait se taire devient rare et précieux. Pas un silence passif, un silence qui impose, qui dérange, qui perturbe sans le vouloir, parce qu'il porte une présence qui n'a pas besoin de s'exhiber. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes entrent dans une pièce et tout change, même si elles ne disent pas un mot. L'air semble plus dense. Les autres baissent la voix, deviennent plus attentifs, plus prudents. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas de la célébrité. C'est quelque chose de plus difficile à définir, c'est l'aura. Et ce qui est curieux, c'est que l'aura ne se construit pas avec des mots. Elle se construit avec l'absence de réaction, avec le choix répété de rester inébranlable là où les autres s'effondrent. Pourquoi certaines personnes peuvent-elles être attaquées en public, critiquées, exposées, et pourtant grandir aux yeux de tous? Pourquoi leur silence est-il perçu non comme une faiblesse, mais comme une force? Qu'est-ce qui est différent chez elles? Peut-être que la réponse se trouve dans une phrase presque oubliée de Gurdjieff. Tu n'as pas le droit de prononcer un seul mot tant que tu n'es pas capable de garder le silence total en toi. Trop fort, peut-être. Mais réfléchissez. Combien de fois avez-vous parlé, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que vous ne supportiez pas ce que vous ressentiez? Combien de fois votre explication était-elle en réalité une demande cachée de soulagement? Regardez maintenant en arrière, quels ont été les moments où vous êtes resté silencieux, et le monde vous a respecté pour cela. Il y a une différence subtile entre ce qui est dit et ce qui est soutenu. Ce que vous soutenez dans le silence a plus d'impact que ce que vous affirmez avec des mots. Et c'est pourquoi ceux qui savent se taire avec dignité transforment n'importe quel espace en territoire. Mais il ne s'agit pas de devenir une pierre, il ne s'agit pas de répression, il s'agit de présence, de comprendre que la véritable réponse ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de ne pas livrer. Avez-vous déjà essayé cela chez vous? Quand votre partenaire vous accuse d'être distant, froid ou différent, et que vous ressentez l'élan d'expliquer, d'adoucir, de corriger, et si, à la place, vous souteniez l'espace, et qu'ensuite, calmement, vous disiez simplement « ce n'est pas ainsi que je me perçois ». Rien de plus, aucune justification, aucune négociation émotionnelle. Que se passerait-il? Peut-être que l'autre serait déstabilisé. Peut-être que le silence en dirait plus que n'importe quel argument, parce qu'il y a quelque chose de puissant dans le fait de faire entendre l'écho de l'autre. C'est à ce moment-là que le pouvoir change de main.
car le véritable pouvoir, celui qui déplace les pièces sans les toucher, naît de la tranquillité émotionnelle au milieu du chaos. Et cette tranquillité, cette stabilité intérieure, n'est possible que lorsque vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Combien de fois avez-vous tenté de nettoyer une image qui n'aurait même pas dû être salie? Peut-être est-il temps d'inverser la question. Que se passe-t-il quand vous cessez d'être celui qui a besoin d'être compris pour devenir celui qu'on ne peut que ressentir? L'impact de celui qui ne réagit pas ne se trouve pas dans ce qu'il retient, mais dans ce qu'il révèle par son calme. Le calme, quand il est vrai, est une forme d'autorité spirituelle. Et l'autorité ne s'exige pas, elle s'incarne. Cela vous touche-t-il? Si oui, peut-être est-il temps de réfléchir à votre présence, pas votre présence physique, mais ce que vous apportez avec vous, ce qui entre dans la pièce avec vous, ce qui s'installe quand vous choisissez le silence, ce qui parle pour vous lorsque vous ne dites rien. Et plus encore, peut-être est-il temps de partager cela avec quelqu'un qui s'explique toujours trop, qui souffre de devoir être validé, qui s'épuise à essayer de corriger les perceptions. Peut-être que cette personne ne sait même pas qu'il existe une autre voix, une voix plus entière, plus digne, plus sienne. Car au fond, nous sommes tous fatigués de la superficialité bruyante. Tous, à des degrés divers, nous cherchons quelqu'un qui nous rappelle ce que c'est que d'être entier dans le silence. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Ou mieux encore, êtes-vous prête à devenir quelqu'un comme ça? Dites-le en commentaire. Quelle a été la dernière fois où le silence a parlé plus fort que n'importe quelle explication? Quel type de réaction avez-vous soutenu ou refusé de soutenir et compris ensuite que cela avait tout changé? Le monde a besoin d'entendre ces histoires, pas pour nourrir l'ego, mais pour se rappeler les uns aux autres que même en 2025, il y a encore du pouvoir dans le non-agir. Il y a encore de la dignité dans le fait de ne pas se justifier. Il y a encore de la profondeur en dehors des cris. Et celui qui a compris cela n'a plus besoin de scène, parce qu'il devient le centre lui-même. Il existe un moment précis, imperceptible pour beaucoup, où l'accusation perd sa force. Et ce n'est pas lorsqu'elle est réfutée, niée ou annulée. C'est lorsqu'elle est inversée. Lorsque celui qui a été attaqué transforme l'agression en miroir et que l'agresseur, autrefois confiant, se retrouve face à une question muette à laquelle il ne s'attendait pas. Pourquoi cela t'a-t-il autant dérangé? C'est cela, l'art de l'inversion. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas du sarcasme, c'est un mouvement intérieur, un déplacement du centre. Là où tu renvoies l'attaque sans hausser la voix, sans te justifier, de façon si silencieuse et stratégique qu'elle se dissipe dans l'air comme de la fumée. Ou pire, elle se colle au visage même de celui qui l'a lancée. C'est à ce moment-là que le jeu change. Imagine la scène suivante. Tu es en réunion d'équipe, sur un projet important, avec des regards tendus et des attentes dans l'air. Au milieu de la conversation, quelqu'un, peut-être ce collègue qui cherche toujours à affirmer sa supériorité, lâche une phrase apparemment légère. Évidemment, lui, il pense toujours avoir les meilleures idées. Tout le monde rit. Mais le rire est court, nerveux. Tous les regards se tournent vers toi. Et que fais-tu? La plupart essaieraient de rire avec, ou de s'expliquer, ou de minimiser. Mais il existe une alternative bien plus puissante et déconcertante. Tu le regardes une seconde, calmement, et tu dis, curieux comme la confiance dérange certains. Puis tu reprends ton propos comme si de rien n'était. Tu n'as pas seulement évité le piège émotionnel, tu as réécrit le scénario. L'accusation est devenue aveu. Et désormais, ce n'est plus toi qui dois te justifier. La psychologie appelle cela la projection inversée. Un phénomène dans lequel une critique chargée d'émotions, lorsqu'elle est renvoyée avec tranquillité, en dit plus sur celui qui l'émet que sur celui qui la reçoit. Cette technique, si subtile soit-elle, est extrêmement ancienne. Les samouraïs la pratiquaient déjà dans leur code d'honneur. Ne jamais réagir à la provocation d'un ennemi faible. Les stoïciens romains, comme Sénèque et Marc Aurèle, écrivaient sur le pouvoir de considérer l'accusation comme du bruit, et non comme une vérité.
Et plus récemment, Georges Gurdjieff mettait en garde de manière encore plus profonde. Quand quelqu'un t'accuse, observe la vibration derrière les mots. C'est là que se trouve le véritable message. Nous vivons à une époque d'offense. Une époque où toute expression peut être mal interprétée, où tout silence est vu comme de l'arrogance, où toute attitude inhabituelle devient suspecte. Mais plus le monde devient inflammable sur le plan émotionnel, plus a de la valeur celui qui sait regarder une accusation et y voir le désespoir déguisé en contrôle. As-tu déjà vu cela? Quelqu'un accusé d'être trop froid, calculateur, arrogant, alors qu'il était simplement calme, centré, en paix. As-tu remarqué à quel point ces personnes effraient les autres? Non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce qu'elles ne cèdent pas au drame. La vérité, c'est que la stabilité intérieure est devenue une offense pour ceux qui vivent dans le déséquilibre. Et voici un point crucial. Chaque fois que l'on t'attaque pour ce que tu es, froid, distant, ferme, sûr de toi, demande-toi avec honnêteté, cette accusation vient-elle d'une vérité ou du malaise que ma présence provoque chez quelqu'un qui ne s'est pas encore trouvé? As-tu remarqué comment, au fil des années, les gens modifient leur perception de toi selon tes réactions? Dans ta jeunesse, on t'a peut-être dit que tu étais trop intense. Plus tard, que tu étais difficile à gérer. Et aujourd'hui, en mûrissant, on te qualifie peut-être de distant. Mais ces changements parlent-ils vraiment de toi ou du niveau de croissance que les autres n'ont pas encore atteint? Un fait curieux confirme cette perception. Une étude de l'Université du Michigan, publiée en 2022, a analysé des schémas de conflit dans des environnements professionnels et familiaux. Les résultats furent surprenants. Les personnes qui restaient silencieuses après une critique n'étaient pas perçues comme coupables, mais comme confiantes. Dans 73% des cas, les observateurs interprétaient ce silence comme une forme de maîtrise et non comme une omission. Autrement dit, le silence ne protège pas seulement, il convainc. Mais il y a un niveau plus profond, car il ne s'agit pas seulement de se taire, il s'agit d'inverser, de resigner la scène. Quand quelqu'un dit « tu manipules » et que tu réponds avec légèreté « c'est drôle comme seuls ceux qui ne peuvent être influencés voient de la manipulation partout », tu fais plus qu'un retour, tu dévoiles. Es-tu prêt à pratiquer cela? Car cela exige du courage. Cela demande de supporter l'inconfort de ne pas réagir, de tolérer le poids du silence, de maîtriser l'impulsion de se défendre. Et surtout, d'accepter de perdre certaines batailles d'image pour gagner la guerre de la cohérence intérieure. Ce n'est pas un chemin populaire. On ne t'applaudira pas toujours. En vérité, tu seras souvent mal compris. Mais avec le temps, ce qui reste n'est pas l'opinion volatile des foules, c'est la cohérence invisible de celui qui a construit un centre. Te souviens-tu d'un moment où tu as répondu à une accusation avec calme et vu l'autre s'effondrer intérieurement? Ou peut-être regrettes-tu encore de ne pas avoir soutenu ce silence qui aurait changé la donne? Partage ton histoire. Parlant dans les commentaires. Pas comme quelqu'un qui cherche à prouver, mais comme quelqu'un qui veut enseigner et apprendre. Car au fond, nous essayons tous de comprendre comment survivre dans un monde où le bruit est constant. Mais la vérité, elle, est muette. Et peut-être que ce qui manque, ce ne sont pas des arguments, ni des likes, ni des applaudissements. Peut-être que ce qui manque, c'est cela. Quelqu'un qui soutient sa propre valeur avec une telle sérénité, que même la critique la plus acérée s'incline devant sa présence. Il existe une force qui n'a pas besoin d'élever la voix, ni d'expliquer ses intentions, ni de chercher à obtenir l'approbation des autres. Une force qui ne se plie pas au goût du monde, qui ne s'abaisse pas pour être acceptée. Elle est. Et par la simple façon dont elle est, elle transforme tout autour. Cette force s'appelle l'aura. L'aura, ce n'est pas du charisme, ce n'est pas de la sympathie, ce n'est pas du charme. C'est une présence concentrée, un silence habité. C'est ce qui se passe lorsque vous entrez dans une pièce et que, sans même prononcer un mot, les gens sentent qu'il y a en vous quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne peut ni toucher, ni questionner, ni expliquer, seulement respecter.
Cette aura se construit, pierre par pierre, décision après décision. Ce n'est ni un don de naissance, ni un privilège spirituel. C'est le fruit d'un choix intérieur répété dans le temps, celui de ne pas se laisser contaminer par le drame des autres, de ne pas être emporté par les accusations vaines, de ne pas se perdre à vouloir prouver ce qui est déjà évident pour ceux qui voient vraiment. Et sans même vous en rendre compte, vous devenez peu à peu cette personne que l'on observe avec plus de retenue. Non pas parce que vous inspirez la peur, mais parce que votre calme dérange, votre silence pèse, votre sérénité devient un miroir trop grand dans lequel les autres commencent à voir leur propre distorsion. Combien de fois avez-vous senti cela? Cette impression d'être dans un groupe et en gardant le silence, de percevoir que la conversation s'ajuste à votre présence. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre solidité modifie le ton ambiant. Georges Gurdjieff enseignait que chaque être humain possède des centres de gravité, des niveaux de présence intérieure qui, une fois développés, permettent à l'individu de ne plus être réactif, mais rayonnant. Autrement dit, il cesse d'absorber l'émotion du monde et commence à émettre sa propre fréquence. Peut-être commencez-vous à comprendre ce que cela signifie. Il ne s'agit pas de gagner des débats, ni de sortir victorieux des conflits. Il s'agit de devenir inébranlable, une force silencieuse qui n'a pas besoin de justifier son origine, un rocher immergé qui ne lutte pas contre le courant, mais le transforme par sa simple présence. Et cette transformation devient perceptible. Les provocations diminuent, les attaques perdent leur intensité, les critiques hésitent, non pas parce que vous les avez réduites au silence par vos arguments, mais parce que vous n'êtes plus sur le même terrain. Vous êtes sorti de l'arène émotionnelle où chacun se blesse à vouloir avoir raison. Et vous êtes entré dans un plan où une seule question reste valable. Qu'est-ce qui demeure? Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui ont le plus marqué votre vie n'étaient pas forcément les plus éloquentes? Parfois, c'était cette grand-mère qui parlait peu, mais qui apaisait la pièce par sa seule présence. Ce professeur qui n'avait pas besoin de hausser le ton pour être écouté. Cet ami qui, sans répondre à vos crises, vous faisait sentir en sécurité juste en étant là. Ces personnes avaient une aura, et vous pouvez la voir aussi. Mais voici ce que peu veulent entendre. L'aura n'est pas une performance. Ce n'est pas faire semblant d'être centré. C'est l'être réellement. Et pour l'être, il faut renoncer. Renoncer à vouloir être compris à tout prix, à se justifier sans cesse, à corriger toutes les perceptions. Il faut accepter que beaucoup de gens vous interpréteront mal et que cela va. Ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont pas besoin de vous connaître. Et s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, avec le temps, ils comprendront qu'ils s'étaient trompés. Et s'ils ne le comprennent pas, ce n'est pas votre problème. Votre valeur ne réside pas dans la façon dont les autres vous traduisent, mais dans la manière dont vous restez debout, malgré une mauvaise traduction. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre vie aurait changé si vous aviez moins parlé et plus tenu bon? Si vous aviez choisi de ne pas réagir? Si vous aviez fait confiance au temps au lieu de courir vous expliquer? Mais il n'est pas trop tard. Le corps apprend, l'âme mûrit, et l'esprit, lorsqu'il s'apaise, recommence à entendre ce qu'il a toujours su. Le silence est un choix, pas une omission. Et c'est souvent le plus puissant de tous. Gurdjieff disait que le véritable homme n'est pas celui qui contrôle le monde, mais celui qui se contrôle lui-même dans le monde. Et se contrôler ne signifie pas étouffer ses émotions, cela signifie diriger son énergie. Choisir où l'investir, et quand ne pas l'investir. Parce que toute attaque a besoin de carburant émotionnel. Toute critique attend une réaction. Et quand vous ne donnez pas ce qu'on attend, vous ne vous contentez pas de préserver votre énergie. Vous grandissez. Vous devenez plus grand que le récit, plus grand que la scène, plus grand que l'urgence du moment. Et c'est là que votre réputation change. Elle cesse d'être basée sur la sympathie pour devenir fondée sur le respect. Et le vrai respect naît de cette imprévisibilité calme, de cette fermeté qui ne menace pas, de ce silence qui ne cède pas. Êtes-vous prêt pour cela? Prêt à ne plus répondre à tout?
à laisser les provocations sans réponse, à regarder une critique et, au lieu de vous rétracter, simplement sourire du regard et continuer votre chemin, prêt à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être compris parce qu'il se connaît déjà de l'intérieur? Si oui, alors le moment est venu de mettre cela en pratique. Pas comme une théorie séduisante, mais comme une discipline incarnée. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Donner forme au silence, entraîner le regard, calmer l'urgence et construire, pas à pas, l'aura de celui qui n'a plus rien à prouver, seulement à exister comme vérité silencieuse. Allons-y ensemble. Il arrive un moment où comprendre ne suffit plus. Ni ressentir, ni admirer de loin la puissance du silence, de la présence, de la stabilité intérieure. Il arrive un moment où il faut vivre, incarner, respirer chaque enseignement jusqu'à ce qu'il devienne un geste naturel. Et ce moment, c'est maintenant. Tu as déjà vu l'impact que peut avoir le non-réagir. Tu as déjà senti la puissance de garder le silence plutôt que de te justifier. Tu as compris que celui qui se défend se diminue et que celui qui reste entier, même sous l'attaque, grandit aux yeux de tous. Mais comment transformer cela en pratique réelle, concrète, quotidienne? Parce que le monde ne va pas t'aider. Les provocations continueront. Les accusations surgiront quand tu t'y attendras le moins. Au travail, à la maison, sur les réseaux sociaux, dans ces échanges où le rire porte du venin. La question n'est pas d'éviter le chaos. La question est comment rester entier au cœur du chaos. Et pour cela, il te faut un plan, une carte. Pas un plan mécanique, mais un plan vivant, qui respecte le rythme de ton âme et le tempo de ta transformation. Un plan qui te rappelle, chaque jour, que tu n'es pas ici pour être accepté. Tu es ici pour être vrai. Étape 1. Le vœu intérieur quotidien. Au réveil, avant de toucher ton téléphone, avant d'ouvrir une seule fenêtre sur le monde extérieur, arrête-toi 2 minutes. Ferme les yeux. Respire profondément. Et répète mentalement, comme un engagement silencieux. Aujourd'hui, je ne serai pas entraîné par les émotions des autres. Aujourd'hui, je choisis la présence. Ce petit geste, répété chaque jour, reprogramme ton centre. Il te recentre avant que le monde ne tente de te déstabiliser. Étape 2, la pause dorée. Prends l'habitude de faire une pause de 3 secondes avant de répondre à toute provocation. Cela peut sembler simple, presque naïf, mais cette pause est sacrée. C'est dans cet espace que tu échappes à la réaction automatique. C'est là que naît la lucidité. Gurdjieff appelait ce moment le choc conscient, le moment où tu cesses d'être une machine pour devenir une présence vivante. 3 secondes. 3 secondes qui peuvent complètement changer la façon dont les autres te perçoivent. Et plus encore, la façon dont tu te perçois toi-même. Étape 3. Le vocabulaire de clôture. Remplace les longues explications par des phrases courtes, calmes et définitives. Elles ne lancent pas le débat. Elles ferment la scène avec dignité. Exemple, c'est ainsi que tu vois les choses. Je comprends ton point de vue. Très bien, le temps le dira. Ce n'est pas ma vision, mais je respecte la tienne. Ces phrases sont comme des pierres dans la rivière. Elles ne bloquent pas l'eau, mais en redirigent le courant. Et chaque fois que tu les utilises, tu te rappelles que tu n'as plus besoin de l'approbation d'autrui pour être en paix. Étape 4. Le corps comme message. Ton langage corporel parle avant ta bouche. Pratique la quiétude, garde les épaules détendues, le regard stable, le visage neutre. Ne croise pas les bras en signe de défense, ne penche pas ton corps en signe d'attaque. Sois simplement présent. Respire. Un corps paisible désarme plus vite qu'un millier de mots. Étape 5. La neutralisation indirecte. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, ne nie pas. Inverse calmement et avec neutralité. Exemple, tu es vraiment arrogant. Réponds, c'est curieux comme la fermeté dérange aujourd'hui. Tu es froid. Réponds, peut-être que la sérénité paraît étrange à ceux qui vivent en tempête. Tu manipules les gens. Réponds, c'est souvent ce que disent ceux qui refusent d'être influencés. Ces réponses ne sont pas des défenses, ce sont des miroirs. Et le miroir, placé avec calme, renvoie à l'autre ce qu'il ne s'attendait pas à voir, lui-même. Étape 6,
la pratique du retour au centre. Accorde-toi 5 minutes par jour, à n'importe quel moment, de silence absolu. Sans distraction, sans musique, sans parole. Juste toi et ta respiration. Observe les pensées, mais ne les suis pas. Reste là. Gurdjieff disait que l'homme moderne a perdu la capacité de rester avec lui-même sans chercher à fuir. Et c'est justement dans cette immobilité que ton centre se renforce. Avec le temps, tu vas remarquer quelque chose d'extraordinaire. Les gens autour de toi vont commencer à changer. Ils parleront moins, choisiront mieux leurs mots, t'écouteront avec plus d'attention. Non pas parce que tu imposes la peur, mais parce que ton silence paisible est devenu un chant. Ce chant, c'est ton aura, et ton aura est la signature invisible de ta puissance. Es-tu prêt à vivre ainsi? Prêt à cesser de courir après l'approbation et à marcher avec présence? Prêt à laisser ton silence parler ce que ton âme a déjà compris? Si tu as senti que ce contenu a touché quelque chose en toi, si cela a réveillé une partie oubliée ou endormie, alors c'est à toi de faire le prochain pas. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et surtout, partage dans les commentaires. Quel a été ce moment dans ta vie où le silence t'a sauvé? Ou peut-être celui où tu as réalisé que parler trop t'a éloigné de toi-même? Ton expérience peut aider d'autres à se réveiller aussi. Et ensemble, nous créons un espace où la présence redevient sacrée et le silence une force révolutionnaire.